Alors, on va parler aujourd'hui des médicaments et du rein. Je sais que c'est pas forcément une belle histoire d'amour. Je sais que ça stresse énormément les confrères. Nous-mêmes, ça nous angoisse à chaque fois qu'il faut qu'on prescrive un médicament. À titre d'exemple, on sait que il y a énormément de médicaments que nous, néphrologues, prescrivons hors AMM. Donc déjà, nous, ça nous angoisse et je comprends très bien l'attitude des confrères extra-néphrologues. Alors, ce qu'on va discuter ensemble, pardon, je vais juste m'habituer au... c'est comme ça qu'on fait, très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de démarrer par des cas cliniques, si vous êtes d'accord, puis par la suite, n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on soit interactif, qu'on discute en parallèle, on va faire ça. Autrement, on attendra pour les questions à la fin, on fait comme vous voulez. Donc le premier cas clinique, c'est le cas d'une patiente qu'on a vue en consultation il y a 15 jours. Alors la dite Halima, elle a 45 ans, elle va très bien. Elle est venue pour une symptomatologie qui nous fait penser à la RGO. Du coup, on lui a donné d'oméprazole et elle est partie chez elle. Elle revient 15 jours plus tard, elle vous dit, docteur, merci beaucoup, je n'ai plus du tout de symptomatologie digestive, en revanche, je me sens fatiguée et j'ai très très mal au niveau lombaire, de façon bilatérale. Alors nous, je ne vais pas trop vite, Yak. Alors nous, on l'examine, bon, ça va, elle a une bonne tension, elle a une fréquence cardiaque plutôt acceptable, elle a une température à 38,5, l'auscultation est normale, l'examen des urines, parce qu'on a une bandelette dans notre cabinet, on fait la bandelette, et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une croix de protéines, on trouve une croix de sang, et on trouve une croix de leucocytes. Le reste de l'examen clinique est tout à fait normal en dehors de ces fameuses lombalgies bilatérales dont elle se plaint. Du coup, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on fait? À quoi vous pensez? Quel est votre premier réflexe? L'infection urinaire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut demander? Un ECBU. On peut demander autre chose? La CRP, quand même, il y a de la fièvre. L'écho, tout à fait, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Alors, typiquement, voilà ce qu'on a trouvé au bilan. Donc, le CBU, premier réflexe, hématurie, leucocyturie, hein, mais c'est une leucocyturie qui est aseptique. On reprend l'interrogatoire. Vous n'avez pas pris d'antibiotiques, hein, madame? La Marditch. Non, il n'y a pas d'antibiothérapie. Il y a quand même une protéinurie, parce que vous vous rappelez, il y avait à la bandelette une petite protéinurie, on l'avait faite, qui est à 0,8 g par 24 heures. Sinon, pour le reste, eh ben, quand même, il y a une créatinine à 25 mg par litre, une urée à 1 g par litre. La CRP, docteur, elle est négative. Et puis, à l'écho, ben, c'est des gros reins, mais sans obstacle, sans dilatation des voies urinaires. Alors ? L'insuffisance rénale. Alors déjà, il faut qu'on s'accroche à quelque chose. On s'accroche à l'insuffisance rénale? Oui. Bah, du coup, c'est quel type d'insuffisance rénale à votre avis? Aiguë, on est d'accord. Pourquoi? Le contexte ne plaide pas en faveur de la chronicité. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On est en insuffisance rénale aiguë. Elle est obstructive? Pas d'obstacle. Elle est fonctionnelle? Oui, possible. Elle est organique? Qui vote pour la fonctionnelle, qui vote pour l'organique? Fonctionnelle. Alors à ce moment-là, on fait quoi de la leucocyturie, de la protéinurie? C'est organique. En fait, effectivement, une insuffisance rénale fonctionnelle, on n'a pas de sédiment urinaire actif qui s'y associe. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous interpelle un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une biopsie, oui, je suis d'accord, on va biopsier le rein. Alors, insuffisance rénale aiguë, on est d'accord, le sédiment urinaire actif, il nous embête un peu, et puis les reins qui sont augmentés de taille, donc ça c'est la conclusion. Qu'est-ce qu'on fait? Docteur a dit on biopsie. Alors bien sûr, après élimination des contre-indications de la biopsie, on biopsie, et là on a en fait un secteur interstitiel. Alors je ne sais pas comment on peut pointer. Un chauffe? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? La flèche? Je suis désolée. Là, Merci. Alors, ce qu'on peut voir, en fait, c'est une section histologique. Super, merci beaucoup. Merci. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Ici, c'est un tubule, et puis on a un secteur interstitiel, c'est-à-dire le liquide dans lequel baignent les cellules, qui est trop bien visible, avec plein de petits points, c'est-à-dire plein de globules blancs. Donc ce qu'on peut estimer, c'est qu'il y a de l'œdème au niveau du secteur interstitiel, avec un infiltrat cellulaire, et donc c'est ce qu'on appelle la néphrite interstitielle aiguë. Je sais que je rappelle des souvenirs pas forcément
très positif. La néphrose, ça plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une néphrite interstitielle aiguë. Du coup, on incrimine quoi? L'IPP. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que souvent, quand on parle de néphrotoxicité, on pense à l'insuffisance rénale aiguë, on pense à la dialyse, on pense à des choses qui sont quand même assez parlantes cliniquement, mais souvent, c'est un diagnostic sur lequel on peut facilement passer, à côté duquel on peut facilement passer, notamment les atteintes immunoallergiques, les atteintes interstitielles aiguës, l'IPP, il faut faire attention à ça. Alors, comment je traite? J'arrête le médicament, on est tous d'accord? Alors oui, malheureusement, on va voir qu'en fait, il y a deux phénotypes de thérapeutiques et de médicaments qui se comportent différemment. Il y a des médicaments qui dépendent de la dose qu'on va donner et il y a des médicaments qui n'ont rien à voir avec la dose. On va voir ça par la suite. Alors, ce qu'il faudrait faire, évidemment, j'arrête le médicament. Le deuxième point à faire, c'est traiter symptomatiquement l'insuffisance rénale aiguë. La corticothérapie n'est pas systématique, ça va beaucoup dépendre des signes extra-rénaux qui sont associés. D'accord ? On continue un petit peu, on avance dans le deuxième cas clinique. Elle est là? Tout à fait. Alors, la prévention, effectivement, vous avez tout à fait raison. En fait, tout l'enjeu de la néphrotoxicité, c'est justement de faire le dépistage et de faire la prévention. Et de poser le diagnostic. Parce que souvent, ce qui arrive chez ces patients-là, notamment les atteintes interstitielles, c'est que la patiente, elle va venir avec des lombalgies, elle va vous dire, j'ai pas leucocyturie amicrobienne, elle vous dit, j'ai pas pris d'antibiotiques, bon, je la crois pas, les patients, ils mentent un petit peu, et on passe et on oublie, et ça peut évoluer vers la chronicité, surtout si, à côté, elle continue à prendre le prazole, parce qu'elle se sent bien sous oméprazole face à sa symptomatologie. C'est le cas de beaucoup de nos patients, hein. Nos patients sont beaucoup sous IPP, et c'est une symptomatologie, enfin, du moins, une complication à laquelle il faut qu'on pense. Deuxième cas clinique, ça vous va? Donc c'est un jeune patient. On est toujours chez les jeunes. Pourquoi? Parce que les sujets âgés, je pense que vous les prenez en charge très correctement. Donc c'est pas du tout... Le traitement de l'insuffisance rénale aiguë, oui, ça dépend. Maintenir une bonne volémie, corriger les troubles hydroélectrolytiques s'il y en a, et accompagner jusqu'à la résolution. Et c'est le monitorage, hein. C'est-à-dire on va monitorer selon l'évolution, c'est-à-dire en gros, on peut, selon le tableau, si on voit que la patiente va bien, qu'elle va bien s'hydrater, on peut faire un contrôle au bout de 48 heures, recontrôler par la suite, c'est un suivi. Si vous voulez, c'est un monitorage à la maison. D'accord? Dans certains cas, dans le cas de la patiente qu'on a biopsiée, parce que tout le monde n'est pas biopsié, mais dans le cas de la patiente qu'on a biopsiée, de toute façon, c'est l'apanage du néphrologue. En général, on va les recontrôler par la suite en consultation et on va les suivre en consultation. Je ne sais pas si je réponds à la question. Alors, pour ce qui est du jeune patient, il a 32 ans, il n'a pas d'antécédents particuliers, il vient parce qu'il a un état d'œdème, d'installation brutale. Donc c'est un monsieur, il vient et vous dit, voilà, j'avais rien de particulier, puis d'un coup, j'ai des jambes qui gonflent, je me sens pas bien, je me lève le matin, j'ai l'aspect bouffi du visage, etc. On pose l'interrogatoire, on pose plein de questions, il n'y a pas de terrain particulier, sauf qu'il nous dit qu'il avait eu un abcès dentaire il y a quelque temps. Et cet abcès dentaire, il l'a soigné par antibiothérapie, mais il a quand même pris énormément d'anti-inflammatoires. Donc on l'examine, ce jeune patient. Et à l'examen, bon, la tension est bonne, la fréquence cardiaque est à 68 battements par minute, il est apyrétique. Et puis, à l'examen clinique, on trouve quand même un état d'anasarque avec des œdèmes qui prennent le godet, vraiment la présentation classique. Qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. On fait une bandelette urinaire, 3 croix de protéines, pas de globules blancs, pas de leucocytes dans les urines. Qu'est-ce qu'on complète par quoi alors? Tout à fait. Pardon? L'albuminurie, je suis d'accord. Un bilan rénal, oui. Un ionogramme, une écho, je suis d'accord. Alors, quand la protéinurie est très importante, des fois, qu'est-ce qui peut se passer? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir ce qu'on appelle un retentissement sur le protidogramme. C'est-à-dire que les pertes ne sont pas compensées par la production. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ce qu'on appelle le fameux syndrome néphrotique. D'accord? Le syndrome néphrotique, c'est la protéinurie supérieure à 3 grammes qui s'accompagne d'un retentissement sur le protidogramme avec l'hypoalbuminémie.
Donc voilà ce qu'on va voir. On va avoir une créatinine qui est à 6 mg par litre, une urée à 0,37, un ionogramme qui est plutôt acceptable, une albuminémie à 20 g par litre, une protidémie à 45, une grosse protéinurie à 12 g par 24 heures, et à l'ECBU, il n'y a pas d'hématurie, pas de leucocyturie. Donc qu'est-ce que je retiens? Le fameux syndrome néphrotique, pur, impur? Pur, parce qu'il n'y a pas d'hypertension artérielle, pas d'hématurie, pas d'insuffisance rénale. Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je biopsie tous les syndromes néphrotiques? Non, mais dans ce cas-là de ce jeune patient, je le biopsie ou pas? Oui, effectivement, je le biopsie parce que c'est pas un enfant, parce qu'il n'y a pas de... Pardon, il y a une question? Non? Parce que c'est pas un enfant, parce que il y a, si vous voulez, il n'y a pas d'atteinte de diabète qui pourrait justifier l'économie de la biopsie. Donc effectivement, je biopsie ce jeune patient. Et en le biopsiant, ça me donne un aspect strictement normal à la microscopie optique et à l'IF. Donc c'est un rein qui a l'air normal, mais qui est quand même parlant cliniquement. Et c'est ce qu'on appelle la lésion glomérulaire minime. La lésion glomérulaire minime, juste pour histoire, c'est une petite parenthèse. En fait, c'était à l'époque où il n'y avait pas suffisamment de techniques pour notamment la microscopie électronique. Donc les médecins, ils se disaient, attendez, mais il y a quand même une protéinurie, il y a quand même un rein qui parle, mais à l'histologie, c'est tout à fait normal. Donc probablement qu'il y a des lésions glomérulaires qui sont toutes petites, qui sont minimes, et c'est resté, c'est la LGM. D'accord? Donc pour la LGM, souvent, elle peut être idiopathique, mais elle peut aussi être secondaire, et notamment secondaire aux AINS. Donc vous voyez qu'en fait, l'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que les complications ou la néphrotoxicité, elle est polymorphe. Il n'y a pas un profil type de néphrotoxicité. Il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui a fait une complication néphrotoxique, c'est quelqu'un qui a fait l'insuffisance rénale. Non. On a plusieurs tableaux possibles de la néphrotoxicité médicamenteuse et c'est bien là le problème parce qu'on passe à côté d'un certain nombre de diagnostics et elle est probablement sous-diagnostiquée. Il faut savoir qu'elle est évidemment fréquente finalement, qu'elle est évitable parce qu'en fait, il suffit de ne pas donner de médicaments pour qu'il n'y ait pas de néphrotoxicité, encore que ce n'est pas si simple que ça. Et puis, souvent, ce que je voulais dire, c'est que l'idée, c'est ce qu'a dit le docteur, le principe initial et principal de la prise en charge de la néphrotoxicité, c'est le dépistage et la prévention. À titre rétrospectif, il faudrait savoir qu'effectivement, quand on hospitalise des malades, toute hospitalisation confondue, et qu'on voit pourquoi ils font l'insuffisance rénale aiguë, et dans certaines séries, ça va jusqu'au tiers des causes d'insuffisance rénale aiguë en milieu hospitalier, c'est la néphrotoxicité qui est à l'origine de tout ça. Oui, Léla. Oui, on va le voir. Très bonne question. Effectivement, est-ce qu'on va prendre en charge tous les patients de la même manière? Alors, je ne sais pas si le tableau est clair. En fait, l'idée, c'est de se dire que de toutes les manières, dans les médicaments ne se comportent pas de la même manière. Il y a deux phénotypes de médicaments différents. Il y a le médicament qui est le phénotype A, qui est un médicament qui va être néphrotoxique parce qu'il y a une dose particulière. Et dès lors que je baisse la dose, que j'arrête la dose, ça va mieux. Soit ça régresse, soit ça disparaît. C'est le phénotype A. Et il y a le phénotype D qui n'est pas à dose dépendant. Et donc là, l'évolution ne dépendra pas de mon interruption ou de la modification des doses. Voyez? Mais le point commun des deux, c'est que quoi qu'il advienne, on peut avoir des atteintes du glomérule, du tubule, de l'interstitium ou du vaisseau. En fait, le raisonnement des néphrologues, c'est un peu comme le raisonnement des neurologues. Quand je suis face à une maladie rénale ou une atteinte organique, le réflexe que je dois avoir en premier, c'est de me dire ok, le rein est malade, où est-ce qu'il est malade? Est-ce que c'est dans mon glomérule? Est-ce que c'est dans mon tubule? Est-ce que c'est dans mon interstice ou dans mon vaisseau? C'est beaucoup plus simple de raisonner comme ça que de se retrouver perdu entre les étiologies qui, des fois, donnent plusieurs manifestations cliniques différentes. Donc, deux phénotypes. Ça répond à la question, il me semble qu'il y avait une question dans ce sens-là. Et puis, pour répondre à madame, effectivement, il y a des facteurs de risque. Ces facteurs de risque, il faut les connaître. Il y a des facteurs de risque qui sont liés aux patients et il y a des facteurs de risque qui sont liés aux médicaments. Dans les facteurs de risque qui sont liés aux patients, l'âge avancé, le sexe féminin, parce qu'il y a une diminution de la masse musculaire, en fait, c'est une question de distribution du médicament. La déshydratation extracellulaire, l'hypovolémie, les états de cirrhose, parce qu'au final, l'hypovolémie peut être vraie ou efficace. Il y a aussi le fait qu'un patient ait une insuffisance rénale ou une maladie rénale préexistante, un diabète, une maladie cancéreuse, notamment le myélome multiple, qui est souvent malheureusement sous-diagnostiqué dans certaines situations. Tout ça
peut favoriser l'apparition de néphrotoxicité, et ça c'est lié aux malades. En ce qui concerne les complications liées aux médicaments, c'est souvent le médicament, la composition classique du médicament qui peut être incriminée. La dose du médicament, plus elle est importante, plus ça expose à la néphrotoxicité. La dose cumulée, donc la durée du médicament, peut également concourir à la complication. L'association médicamenteuse, et ça c'est classique, la mamie qui a de l'arthrose, qui prend des AINS, qui lui donne mal à l'estomac, qui prend l'IPP, qui est également diabétique et qui est également hypertendue et qui nous fait une gastroentérite. Ça, c'est le cas clinique que je n'ai pas besoin de vous exposer, en fait. Et puis, effectivement, il y a le surdosage médicamenteux de certains médicaments qui ont un effet toxique tubulaire, l'aminoside, typiquement, entre autres médicaments. Donc, comme je vous ai expliqué, les types lésionnels dépendent. Mon raisonnement, il est topographique comme ça, c'est beaucoup plus simple. Glomérule, tubule, interstice et vaisseau. Et c'est comme ça que je raisonne quand mon organe est atteint, même en dehors de la néphrotoxicité, d'ailleurs. Alors, quand mon glomérule est atteint, eh ben, le glomérule sert à bloquer l'albumine, sert à bloquer les globules rouges. Un glomérule malade, eh ben, je risque d'avoir une hématurie, une protéinurie, en plus de l'insuffisance rénale. Mais elle n'est pas typique de l'atteinte, l'insuffisance rénale. Si c'est le tubule qui est atteint, le tubule serait réabsorbé à sécréter. Je peux avoir une protéinurie, mais qui n'est pas faite d'albumine, qui est autour de 1 g par 24 heures. Je peux avoir un petit peu d'hématurie dans certaines situations, et l'insuffisance rénale. Quand c'est l'interstitium, c'est ce qu'on a vu. Donc le tableau de la dame qui avait pris les IPP. Et enfin, l'atteinte vasculaire, c'est plutôt les patients qui sont sous anti-VEGF et qui vont me faire un pic hypertensif, une microangiopathie thrombotique avec une thrombopénie associée. C'est un tableau qui est plutôt retrouvé par les cancérologues. Il y a aussi les lithiases, donc il faut savoir qu'il y a les médicaments, beaucoup de médicaments peuvent concourir à l'apparition des lithiases, et ces médicaments-là, en fait, c'est les plus connus. Bon, on a les antirétroviraux historiques. Un patient qui est, par exemple, là, on a beaucoup de patients subsahariens qui viennent et qui ont eu une longue histoire d'HIV. Je parle sous la supervision d'Oussad Marhoum, bien sûr. Eh ben, il faut penser, par exemple, à l'indinavir qui peut favoriser ce genre de pathologie à cristaux. Il y a aussi la vitamine C prise au long cours supérieure à 1 g par jour. L'association calcium oral et vitamine D, elle aussi, peut concourir à l'apparition de lithiase. Ok, donc tout ça, c'est bien beau, mais en fait, nous, on se perd. Comment? Quelles sont les présentations cliniques qu'on a? La première présentation, je vais aller un petit peu vite, mais vous me dites si je vais trop vite. C'est l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, la fameuse insuffisance rénale qui se résout quand je réhydrate mon malade. Souvent, pourquoi? Parce que le patient, il a déjà des médicaments qui agissent sur le glomérule et sur l'hémodynamique rénale et qui va me faire une grosse diarrhée, des vomissements, une gastroentérite. Et donc ça, le rein est supposé activer son système rénine-angiotensine pour s'adapter, sauf que il prend des bloqueurs du SRA et ça favorise l'apparition d'insuffisance rénale aiguë. Qu'est-ce que je fais? J'arrête le médicament, je restaure la volémie, c'est réversible normalement dans les 48 heures. C'est ce que vous retrouvez souvent en consultation, la mamie à qui vous dites d'arrêter le médicament, de bien boire à la maison, de refaire une fonction rénale dans les jours qui viennent, elle s'améliore. Alors, il y a parmi les éléments qu'il faut rechercher, c'est médico-légal. Quand j'introduis les IEC, les ARA2, eh ben, il faut contrôler la kaliémie et la fonction rénale dans la semaine qui suit. D'accord? Alors, généralement, il faut penser à adapter les doses et penser aussi aux autres médicaments. Par exemple, souvent, le malade il va être sous l'azélix également ou sous un autre diurétique, donc il faut réadapter. Oui, aussi. Alors, on parlait avec Dr Face tout à l'heure d'un joli patient, enfin un joli patient, un jeune patient qui n'avait pas du tout de diabète et il avait une grosse protéinurie. Et on avait donné des inhibiteurs de la SGLT2 justement pour ralentir la protéinurie. C'était miraculeux. Le souci, c'est qu'il n'était pas observant et comme il urinait beaucoup mais il ne faisait pas attention à l'hydratation, ça favorisait l'insuffisance rénale aiguë. On a corrigé ça et effectivement, on a pu vraiment ralentir la progression. Oui. Oui, bien sûr. Il faut préparer le malade parce que souvent, il va minimiser certains effets ou dire oui, c'est normal, c'est un médicament, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'on laissera les questions à la fin, c'est ça? D'accord. Alors, l'atteinte toxique, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament qui est librement filtré, donc le glomérule, il laisse passer parce que de toutes les façons, il est petit, mais il se retrouve au niveau de la lumière tubulaire, il fait ce qu'il veut, il attaque mes tubules, c'est ce qu'on appelle la nécrose tubulaire aiguë toxique, et donc ce qui va se passer, c'est que ça me donne une insuffisance rénale. Cette insuffisance rénale, elle est aiguë. La bonne nouvelle, c'est que s'il n'y a pas de terrain favorisant, si je diagnostique précocement, en 1 à 2 semaines, ça rentre dans l'ordre, mais il arrive des fois que
il peut y avoir des séquelles dans la nécrose tubulaire aiguë, dans certains contextes, donc quand on a un terrain favorisant, quand quelqu'un a déjà une IRC sous-jacente ou quand on, malheureusement, quand on traîne dans le diagnostic. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je m'assure que l'hydratation est correcte, je m'assure d'avoir bien adapté le médicament et j'évite aussi les associations médicamenteuses, comme on l'avait vu tout à l'heure, et on traite tout à fait symptomatiquement l'insuffisance rénale aiguë. Souvent, dans les formes sévères, c'est des patients qui ont besoin de dialyse, donc on va les accompagner pendant cette résolution par des épurations extra-rénales en attendant qu'ils relancent sa diurèse. L'immunoallergique, je pense qu'on passe rapidement parce qu'on l'a vu dans le cas clinique. Et puis, il y a bien sûr les signes extra-rénaux, pareil, on l'a vu, je pense qu'on peut passer rapidement ou ça vous dérange pas ? D'accord. Donc, ça, c'est l'histologie comme on l'avait vu, c'est à peu près les mêmes images que je vous ai montrées dans le cas clinique. Et puis, il y a les autres atteintes, donc l'atteinte glomérulaire, qui peut être une LGM, et également des dépôts extramembraneux qui vont tarder à récupérer, mais qui récupèrent quand on les prend correctement en charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que les AINS peuvent donner des atteintes glomérulaires, peuvent donner des atteintes interstitielles, agissent sur l'hémodynamique rénale, et c'est pour ça que nous, les néphros, on n'aime pas du tout les AINS. Alors, le souci des atteintes interstitielles aiguës, c'est qu'on tarde à les diagnostiquer et qu'elles se chronicisent volontiers. Donc c'est pour ça qu'il faut monitorer chaque patient qui prend des AINS au long cours, qui est sous lithium ou qui prend des anticalcinurines lorsqu'il a été transplanté, notamment lors des greffes de rein par exemple. C'est une réflexion à avoir. Les autres atteintes, donc, on en a parlé, c'est les atteintes vasculaires, les dépôts de cristaux pour certains médicaments, la fibrose rétropéritonéale qui est quand même exceptionnelle. Quelles précautions, parce que c'est ça qui nous intéresse au final. Qu'est-ce que je fais? Alors, première des choses, quand le médicament n'est pas indispensable, je ne le donne pas. Surtout si c'est un sujet âgé, surtout s'il est IRC, surtout s'il est diabétique, surtout docteur, quand il y a les facteurs de risque dont on a parlé. Alors, idéalement, quand j'introduis un médicament, il faudrait que la prescription soit courte. Je ne donne pas des durées longues et j'adapte forcément, automatiquement, la posologie à la fonction rénale. Alors, autre chose, oui, je monitore la fonction rénale, mais finalement, on a bien vu ensemble qu'il n'y a pas que la fonction rénale qui peut être témoin d'une atteinte rénale. Je peux monitorer également la protéinurie. Il y a d'autres marqueurs, mais malheureusement qui ne sont pas disponibles dans notre pays. Mais idéalement, ce qu'il faut savoir, c'est que je monitore la tension artérielle pour les anti-VEGF, la protéinurie, la créate, et des fois, le ionogramme sanguin et urinaire est pertinent pour poser le diagnostic des atteintes tubulo-interstitielles. Donc, éviter plusieurs polymédications, faire attention à ça, comme la fameuse mamie sous AINS, IPP, etc., et maintenir une bonne hydratation. Comment j'évalue le DFG? Je pense que je ne vous apprends rien. Le CKD-EPI, malheureusement, nous n'avons pas de méthode de dosage standardisée dans nos laboratoires. Donc, ce qu'on utilise, nous, c'est le MDRD. Il suffit d'aller dans le site il suffit d'aller dans le site de la SFNDT et puis vous rentrez les informations. Je pense que vous avez déjà fait ça, donc j'avance. Alors, qu'est-ce que je fais d'un point de vue pratico-pratique? Bloqueur du SRA, la première des choses, c'est de me dire que c'est le meilleur ami des néphrologues avec le Lazilix. Maintenant, il y a des situations où le bloqueur du SRA, il faut sensibiliser le malade, c'est la question qui avait été posée. Attention, s'il vous plaît, si vous faites de la diarrhée, si vous avez des vomissements, si vous jeûnez pendant le ramadan et que vous ne pensez pas, parce que le patient, il fait ce qu'il veut de toutes les manières quand il n'est pas suffisamment sensibilisé. S'il vous plaît, venez me voir, il faut adapter les médicaments. Si c'est moi qui vais introduire le bloqueur du SRA, une des choses, c'est de rentrer de façon progressive, d'accord? De penser à baisser les autres doses de médicaments si nécessaire. Et puis de monitorer, comme je vous l'ai dit, c'est médico-légal. Dans les 2 jours, 1-2 semaines qui vont suivre l'introduction du médicament, il faut que je dose la kaliémie et la créatinine du patient. Les AINS, toujours une durée limitée dans le temps. Attention aux complications tubulo-interstitielles. Donc, effectivement, DFG inférieur à 30, il vaut mieux ne pas donner d'AINS et toujours faire attention à cette fameuse hémodynamique rénale où il va y avoir où l'AINS peut justement aggraver l'adaptation rénale en fait aux différentes modifications qui peuvent survenir au décours d'un épisode aigu. Alors, l'IRC, souvent on a des patients qui sont IRC et qui ne vont pas forcément chez le néphrologue ou qui n'ont pas besoin de néphrologue, plutôt les MRC, les stades précoces. Mais en tout cas, si le patient n'est pas dialysé et que vous êtes amené à le prendre en charge, l'idée c'est que je sois efficace dans ma concentration plasmatique sans
arriver au surdosage. Et ça peut arriver très facilement. C'est pour ça qu'en fait, il faut toujours adapter la posologie. Il y a des référentiels qui sont très accessibles, le GPR par exemple qu'on utilise, le Vidal, mais le GPR c'est accessible sur Internet et c'est très très fiable pour adapter la fonction rénale. Chez le dialysé, là pour le coup, c'est nous, quoique souvent ils ont un médecin généraliste référent, donc en général, même dans le GPR, ils nous disent selon la technique de dialyse utilisée, quelle posologie adapter. En fait, une des complications qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on est sollicité par, souvent c'est les réanimateurs, on est sollicité par un confrère qui nous dit s'il te plaît adapte-nous à la fonction rénale et on va lui dire bah, tu donnes 500, 250 mg par jour plutôt qu'1 gramme. Et il va te dire c'est peu non? Et à la limite il n'est pas très convaincu. Et il se dit tu sais quoi, elle m'a dit je voulais donner 2 grammes et elle m'a dit 250, bien je vais lui donner 500, je vais lui donner 1 gramme, comme ça moi je suis tranquille. En fait, ça reviendrait à dire à un enfant, parce qu'un adulte prend de l'augmentin 3 grammes par jour, et ben je vais donner à un nourrisson un 3 grammes par jour. C'est exactement le même non-sens. L'idée, c'est de se dire que l'adaptation à la fonction rénale, ça n'est pas un luxe, il n'y a pas de pifomètre, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à l'instinct. Il y a des références qui nous permettent justement d'avoir une idée sur cette posologie, il faut l'utiliser. Et surtout, moi, sur le point sur lequel j'insiste et que le docteur a justement souligné, c'est qu'en fait, c'est une prise en charge en amont. Il ne s'agit pas de se retrouver dans l'insuffisance rénale ou dans les complications rénales, mais il s'agit de savoir prescrire le médicament ou des fois ne pas le prescrire, s'abstenir de prescrire si on sait que le patient risque de passer vers une complication néphrotoxique. Voilà, je vous remercie.